Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'espère que oui. Pour moi, le direct a commencé. Écoutez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder une autre thématique, une thématique qui, on va dire, par rapport aux événements que nous vivons, va faire écho un peu à ce que cette humanité à laquelle nous appartenons, comment dire, demande, ou en tout cas ce qu'elle espère pour le futur, en tout cas. Alors, demain l'humain, j'aimerais vous présenter cette thématique selon trois éléments, enfin en tout cas rattacher la question ou la problématique à 3 degrés. La première, c'est demain l'humain, l'homme, l'humanité bien évidemment. Le deuxième axe, ça serait demain l'humain, c'est-à-dire cet homme qui habite dans une ville et comment sera la ville demain. Et troisième élément que j'aimerais aborder, c'est l'homme demain et son environnement, c'est-à-dire quel rapport à la nature. Voilà 3 axes que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui. Donc, j'espère d'abord que vous allez tous bien, que vous vivez pas trop mal ce confinement. Je sais que maintenant nous avons passé un peu plus d'un mois et c'est vrai que ça peut sembler un peu long à certains, mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon parce que vous le savez, on parle déjà du déconfinement pour le 11 mai. Il faut quand même être prudent parce que déconfinement, ça sera pas synonyme nécessairement de liberté pour tous, mais bien plutôt de contrainte pour tous, puisqu'il faudra être prudent, vigilant, porter des masques, des gants, être très précautionneux pour soi et pour autrui. Voilà, si je pouvais vous dire quelques petits mots introductifs sur la situation actuelle, et puis vous souhaiter surtout une belle après-midi et puis un bon moment philosophique en ma compagnie. Voilà, en tout cas, moi, je ne vous vois pas, ça me manque un peu parce que c'est vrai que j'ai toujours l'habitude d'avoir face à moi mon public et de croiser des regards, et c'est important le regard et la façon dont on entre en communication avec autrui. Là, c'est par interposé. Donc, je vous imagine. Voilà, Malebranche disait que l'imagination était la folle du logis. Voilà, j'ai mis en œuvre ma folle du logis et ça me permet, tout en vous recevant chez moi, de vous voir, de vous imaginer en train de m'écouter et peut-être de prendre quelques notes. En tout cas, j'espère que ça sera constructif pour vous. Alors, demain l'humain, venons à notre sujet du jour. Donc, 3 axes, j'ai dit par rapport à l'homme, par rapport à la ville, donc l'habitat, et par rapport à l'environnement. À chaque fois, on élargit, c'est-à-dire vers le monde. Alors déjà, si on définit l'homme, si on cherche à dire ce que c'est qu'un homme, on va prendre Heidegger. Alors vous allez me dire, on va commencer pas par le plus joyeux dans la façon de définir le vivant. Pour Heidegger, l'homme dès qu'il est né, en fait, il est assez vieux pour mourir. Ce qui veut dire que l'homme se définirait comme étant un humain fragile, vulnérable, dont la vie n'est pas éternelle et donc qui est toujours menacé de mourir. Et vivre, j'ai presque envie de dire, c'est devoir se nourrir pour pouvoir avoir dans ce corps une énergie, c'est-à-dire des calories qui sont consommées. Vivre, c'est consommer des calories pour pouvoir maintenir les forces vitales. Et donc, quelque part, l'acte de vivre n'est pas un acte en soi, qui est un acte, comment dire, euh, de bonté. C'est un acte neutre quelque part, puisqu'il s'agit de vie et de survie, mais en même temps, c'est un acte presque de cruauté de cette nature qui fait que on a besoin de consommer pour pouvoir, comment dire, répondre aux besoins vitaux, et puis que cette consommation finalement nous amène à être quelque part des prédateurs dans ce monde. Voilà, donc ça c'est déjà une première chose. L'homme est un être mortel, vulnérable, fragile. Dès qu'il est jeté dans le monde, il a aussi avec lui le rapport à l'incertitude. Ben oui, parce que forcément, vous ne savez pas quand vous naissez combien de temps vous allez avoir à vivre. Alors, vous vous rappelez de ce que disait Camus. Camus disait le premier problème philosophique, c'est de savoir si la vie vaut la peine ou pas d'être vécue. Sous-entendu que est-ce qu'on devait accorder un sens particulier, comment dire, à la valeur de la vie, ce que pose aussi Spinoza en d'autres termes, bien évidemment. Alors, ben oui, la vie, elle vaut pour celui qui la possède, en gros. Mais la possession d'une vie, c'est étrange parce qu'on vous donne le jour, on vous donne la vie, et puis à un moment donné, on vous la reprend, et c'est ce qu'on appelle la mort. Donc il y a un rapport assez paradoxal, presque injuste, j'ai envie de dire, dans le ressenti des hommes à se savoir vulnérable et donc à un moment donné avoir à redouter de perdre la vie.
C'est comment Saint-Exupéry, lorsqu'un un journaliste un jour lui demandait alors Antoine de Saint-Exupéry, vous êtes héroïque dans votre avion, etc., etc. Mais quand même, par moment, on se demande si vous n'êtes pas un peu suicidaire. Et là, Saint-Exupéry s'était étonné de cette question et avait dit mais écoutez, si je venais à mourir en vol demain, pour vous, ça changerait rien. Pour moi, ça changerait tout. Eh ben oui, nous avons une vie, elle nous appartient et nous devons lui donner un sens quelque part ou lui en trouver un, parce que finalement, entre le moment de la naissance et le moment de la mort, nous ne savons pas combien de temps ça va durer, mais ce temps-là, pour nous, est précieux, il est essentiel, puisqu'il va être cet espace-temps durant lequel nous allons bâtir notre personnalité. Pour faire allusion à la conférence sur Sartre que j'ai donnée la semaine dernière, eh bien, c'est de l'existant libre, et qui, à mesure qu'il, comment dire, se façonne dans le réel, et en plus construit et endosse des rôles qu'il assume pleinement, eh bien, montre qui il est. Et à la fin de l'existence, quand on commence à additionner les actes et quand on commence à regarder et à observer le vécu, eh bien, on se rend compte de ce que valait cet homme durant son existence. Est-ce qu'il avait des valeurs humaines? Est-ce qu'il s'est engagé pour l'humanité? Ou est-ce qu'il a vécu en égoïste, etc., etc. Il y aurait plein de choses à dire. Donc voilà, le vivant, il est là, il est mortel, il est un être pour la mort. Il est dans un rapport à l'incertitude quant à sa notion de durée. Il ne sait pas combien de temps il va durer. Et c'est peut-être ça qui fait que, d'une certaine façon, l'homme s'interroge surtout sur son devenir. Et que parallèlement à ça, eh bien, il y a peut-être eu une volonté aussi, depuis l'origine de l'humanité, eh bien, non seulement de conquérir un monde pour se nourrir, peut-être aussi y asseoir une certaine puissance par le biais de la technique, mais aussi la volonté de développer la science, parce que d'abord, vous l'avez bien compris, la science, c'est une façon d'interroger le monde et de se familiariser avec lui. Dès l'Antiquité, on voit que les grands philosophes sont des savants, ils collectionnent les savoirs, et en même temps, ils n'ont pas une spécificité dans le savoir. On est philosophe et physicien, philosophe et mathématicien, etc., etc. C'est-à-dire qu'on peut endosser différentes casquettes dans les savoirs, parce qu'on sait que le philosophe, c'est le curieux, celui qui interroge le monde, et quand il interroge le monde, bien évidemment, eh bien, il grandit à des réponses qui sont tout le temps remises en question. Rappelez-vous Bachelard, qui disait la vérité n'est qu'une erreur rectifiée, pour dire que nous traversons les âges et les siècles en remettant en question en permanence nos savoirs, et nos vérités d'hier ne sont peut-être pas les vérités d'aujourd'hui. Mais surtout, et c'est ça qui nous interpelle, c'est que tous ces savants, ces questionneurs en réalité, eh bien, par leurs réponses, ont construit des doctrines, et puis après on a ouvert des laboratoires, on a fait des expériences, et petit à petit, eh bien, les sciences se sont, on va dire, un peu séparées. D'un côté la philosophie ou les sciences dites molles, alors ça aussi c'est quelque chose que je trouve un peu ridicule d'utiliser ce terme, enfin bon, on va le dire comme ça, les sciences humaines, et de l'autre côté, eh bien les sciences dures, la physique, comment dire, la chimie, enfin toutes ces autres sciences. Et entre toutes ces sciences, eh bien, il y a une science particulière qui est la médecine. Et la médecine, c'est une science qui, bien entendu, s'est voulue expérimentale depuis Claude Bernard, mais surtout, la médecine est une science qui a été toujours considérée comme, depuis le serment d'Hippocrate, comme une science au service de l'homme, au service de sa santé, au service de son soin, bien que tout médecin et tout personnel qui approche de près, comment dire, des patients, eh bien, on sait très bien que la médecine accompagne de là à guérir et soigner, c'est pas toujours une évidence. Et ça, c'est sagesse que de le reconnaître et de l'admettre. Mais malgré tout, petit à petit, l'homme prenant conscience que la technique pouvait renforcer sa puissance et que deuxièmement, en connaissant un peu le monde et le fonctionnement de sa biologie, eh bien, petit à petit, la médecine pourrait l'aider à vivre mieux et plus longtemps. Et ça a fonctionné. Si vous regardez je sais pas moi, dans la période où Molière écrivait, quand Molière écrivait, on sait bien que à 16 ans, une jeune femme était déjà une vieille femme, entre guillemets, et on mourait parfois à 20, 25 ans. Quand on disait l'amour ne dure que 3 ans, c'était pas pour rien, c'est parce que quand on se mariait à 12, 13 ou 14 ans, que le jeune homme partait à la guerre, eh bien qu'il prenait une flèche ou quelque chose dans un bras et qu'il faisait après ça un empoisonnement du sang parce que la plaie s'infectait, eh bien il ne vivait pas très longtemps, et la jeune femme, si elle mourait en couche, eh bien elle vivait pas longtemps non plus. Donc 3 ans, c'était pas seulement l'histoire de l'amour qui durait 3 ans, mais c'était la durée de vie
pour des jeunes hommes et des jeunes femmes qui étaient engagés dans la vie de soldats et de futures mères, puisque la femme était celle qui était, comment dire, considérée parce qu'elle concevait les enfants. Donc quand on comprend ça, quand on imagine ça, on se dit mais oui. Et quand on regarde nos arrière-grands-parents, bien on réalise qu'il y avait des anciens qui vivaient très vieux, effectivement, mais on remarque aussi que beaucoup de personnes ne passaient pas les 50 ans. Et aujourd'hui, quand on s'entend dire ou quand on entend dire qu'un homme de 50 ans est vieux, entre guillemets, ou fait déjà partie des personnes d'un certain âge, on a du mal à le dire ou à l'envisager parce qu'intérieurement, on se dit, mais à 50 ans, on est jeune. Parce qu'aujourd'hui, la médecine qui vous prend en charge alors que vous n'êtes pas encore né, puisque déjà dans le ventre de votre mère, il y a des échographies, déjà on commence à pouvoir intervenir sur des fœtus si il y a un souci particulier. Donc, la médecine anticipe déjà sur l'enfant à naître et en même temps, elle accompagne tellement bien que la prévention, la prévision et bien entendu les médicaments qui sont comment dire, à disposition pour traiter certaines pathologies font qu'aujourd'hui, nous vivons plus longtemps. La médecine. La médecine qui a été aussi en même temps quelque chose d'assez particulier. Quand on parle de demain l'humain, il faut penser à l'humain d'hier. Quand j'entends Descartes dire qu'il connaît mieux ses pensées que le corps, eh bien oui, il faut s'imaginer qu'il fut un temps, nous n'avions pas encore à disposition toute cette technologie qui nous permettait d'accéder à l'imagerie, eh bien forcément, on connaissait mieux ses pensées. Si je pense à quelque chose ou à quelqu'un, bien j'y avais accès immédiatement. Alors que la façon dont mes organes fonctionnaient, même la façon dont on pouvait les localiser dans le corps, était pour moi une grande énigme. Donc vous voyez, avec le temps, avec les époques, les recherches, les évolutions des sciences, et des techniques, petit à petit, la vision de cet humain a changé. Aujourd'hui, l'humain, on peut dire quand même que on le connaît bien. On ne connaît pas tout, bien évidemment, il y a toujours la part du mystère parce qu'il y a toujours l'esprit et l'esprit dans sa puissance qui est capable de surprendre même des médecins parce que quelque part pour des diagnostics qui n'étaient pas des diagnostics très heureux, on peut trouver quand même des humains qui sortent du lot et qui parviennent à développer des ressources particulières. Bref, dans cet humain qui se dessine aujourd'hui, c'est un humain qui vit plus vieux, en meilleure santé, que la médecine accompagne et qui est un peu plus connu des médecins en général que celui du XVIe siècle, mais qui en même temps a encore des tas de ressources et notamment le mécanisme du cerveau qui ne sont pas tous connus. Et c'est aussi ce qui fait le mystère et la magie de la vie. Voilà, quand Leibniz disait que regarder au microscope la théorie de l'emboîtement des germes, c'est-à-dire de la reproduction, pour eux, c'était quelque chose d'absolument fabuleux de s'imaginer quelque chose qui grouillait. Ils voyaient grouiller la vie dans l'éprouvettes et c'était quelque chose de fascinant, j'ai presque envie de dire. Donc voilà, le vivant, c'est un être pour la fin, c'est un être pour la mort, c'est un être qui vit et qui donne du sens à sa vie parce que nous avons une rationalité qui nous permet de le faire. C'est un vivant qui est mortel et qui en même temps se rend compte que la science petit à petit peut l'aider, accompagner de la technique à vivre mieux. Et ça me permet d'aborder la question du vivant de demain. Le vivant de demain, c'est déjà celui qui est en marche aujourd'hui, celui qui d'une certaine façon est déjà un peu le cyborg. Qu'est-ce qu'un cyborg? C'est quelqu'un qui demain bénéficie d'une prothèse de hanche par exemple ou qui se fait placer une nouvelle rotule et qui transforme complètement son genou. Eh bien comme on amène une pièce extérieure à quelque chose qui était organique, on va dire, eh bien cet humain devient le cyborg. Ce qui fait que quand on regarde autour de soi, nous avons déjà beaucoup parmi des humains, on va dire entièrement, humains, non rafistolés, on va dire ça comme ça. Eh bien, nous avons des humains et à côté, eh bien, nous évoluons aux côtés de vivants qui sont déjà dans l'ordre du cyborg. Et la science propose depuis quelque temps, pour demain, une humanité augmentée. Alors, qu'est-ce que cette humanité augmentée? Eh bien, c'est une humanité à laquelle eh bien, la science, aidée de la technique, eh bien, va permettre par l'entremise de l'ingénierie et d'un talent particulier à produire des pièces qui correspondent ou qui peuvent être compatibles avec la vie, à produire des mécanismes qui pourront permettre aux hommes de vivre mieux, plus longtemps et bien sûr en meilleure santé ou dans une santé relativement acceptable ou appréciable pour eux. Alors, ça, c'est intéressant de s'imaginer cet homme, ce vivant augmenté, parce que ça sous-entend que dans quelque temps, peut-être,
Et c'est ça demain l'espoir peut-être aussi. C'est pas forcément de dépasser les limites de l'humain en pensant forcément l'immortalité, mais peut-être de penser que l'humain, si aujourd'hui on arrive à vivre en moyenne jusqu'à 80 ans, eh ben peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ben ça sera plus 80 ans, mais ça sera peut-être 90 ou peut-être 100 ans. Et peut-être que des centenaires, bien ce ne sera pas quelque chose d'exceptionnel, ça sera quelque chose de quasiment courant. Et là, eh bien, c'est intéressant d'analyser pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que demain, le vivant augmenté, c'est peut-être celui qui bénéficiera, comme on pourrait l'imaginer, d'un exosquelette, celui qui a du mal à marcher ou celui qui aurait été victime d'un accident de la vie et qui pourrait demain, en enfilant quelque chose d'assez, comment dire, élégant malgré tout, parce que on a vu arriver les premiers exosquelettes qui étaient énormes et qui étaient, on va dire, pas du tout adaptés à la situation de la vie quotidienne, mais on se rend compte que petit à petit, la science, les techniques, l'ingénierie évoluent et qu'on trouve des exosquelettes de plus en plus réduits, de plus en plus petits, de plus en plus pratiques, en tout cas à l'usage. Et donc finalement, on se rend compte que des hommes demain pourraient très bien marcher, alors que pendant des mois peut-être ils n'auront pas pu le faire, eh bien parce qu'ils seront aidés d'un exosquelette. On peut s'imaginer aussi que si on commence à détecter très tôt un Alzheimer, eh bien effectivement, on pourra aider, encourager le patient avec des techniques et avec des manières de faire travailler sa mémoire pour ralentir les effets, bien évidemment, de la maladie. Mais on peut aussi envisager que de son comment dire de son vivant attentif, pleinement attentif à sa vie, quand la mémoire fonctionne bien, eh bien on pourrait très bien sauvegarder l'histoire d'un individu dans une petite puce, une nanotechnologie, et puis le temps faisant son effet désastreux par le biais de la maladie d'Alzheimer, eh ben, peut-être implanter ensuite cette puce qui pourrait permettre à l'individu de rétablir des connexions avec son passé, puisqu'il pourrait avoir à l'esprit eh bien des événements qui l'ont comment dire qui l'ont marqué, qu'il a vécu, et puis pouvoir conserver en lui toute la trame de son passé, parce qu'on sait qu'un humain demain, c'est un humain qui a dans son vécu une comment dire une histoire qui lui permet d'être tout à son présent. Et le drame des personnes qui souffrent d'Alzheimer, eh bien, c'est d'avoir perdu toute l'identité qui était la leur, c'est-à-dire la somme de ce vécu qui les représente et qui charnellement dit qui ils sont. Alors, vous voyez, c'est intéressant. Alors, bien entendu, je vous imagine en train de dire, oui, mais ce monde, c'est un peu fou. On est déjà dans des choses qui dépassent presque l'entendement. Oui, mais j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui fait une crise cardiaque et qui se voit muni d'un pacemaker, etc. C'est quand même quelqu'un qui, si on avait à lui demander avant la crise cardiaque ou avant le problème cardiaque, s'il avait envie ou non de vivre encore un peu, et si possible en forme, eh bien la personne, si elle peut prendre encore 10 ans de vie, si elle a une femme, des enfants, et si elle a du goût et du goût pour l'existence, un goût ou une envie de vivre encore, ben, c'est quelque chose qui semble pas complètement déraisonnable non plus. Ce qui veut dire que petit à petit, les humains auraient tendance à penser que pour demain, ils voudraient repousser les limites de la mort dans les limites encore d'une forme de raison, de manière à ce qu'ils puissent profiter davantage de l'existence, davantage peut-être de leurs proches, et puis aussi bénéficier d'une façon de vivre ou d'une manière de vivre qui pourrait, pour eux, pardon, serait plutôt appréciable ou comment dire agréable. Alors voilà, ce sont les grandes questions. Hein. Demain, l'humain, est-ce que c'est un humain qui va dépasser les limites de la temporalité? En même temps, si c'est les limites de la temporalité, j'ai envie de vous dire aussi que si l'homme est un être pour la mort, eh bien, la mort sera un horizon qui s'éloignera, d'où la formule d'Heidegger qui dit que l'homme est un être des lointains. Parallèlement à ça, eh bien, quand on est augmenté, ça veut dire que petit à petit aussi, on peut gagner à avoir d'autres compétences. On pourrait avoir un œil augmenté qui nous permettrait de voir plus loin, d'avoir peut-être une lecture en parallèle d'un écran. On pourrait très bien aussi imaginer que cet homme augmenté, à partir du moment où il a comment dire des articulations qui pourraient être refaites avec des alliages ou des matériaux particuliers, pourrait redonner de la force ou de la puissance. Hein, peut-être qu'en vieillissant, on a moins de force dans son poignet, etc. Ben là, ou dans les jambes, peut-être aussi bien de remettre ou de penser que la technique pourrait remplacer la pièce défectueuse, mais aussi redonner de la puissance. Ben, ça permettrait à l'humain d'être demain plus fort, peut-être plus à même d'appréhender l'existence et donc d'avoir comment dire une sorte de vieillesse qui
dont les inconvénients n'apparaîtraient plus. Ce qui pose aussi d'autres questions, et des questions philosophiques et d'éthique cette fois-ci. C'est que j'ai presque envie de vous dire, nous naissons, nous vivons notre enfance, notre adolescence, nous grandissons, puis nous entrons dans la maturité, et puis petit à petit la vieillesse. Et presque j'ai envie de vous dire, si on arrive à la vieillesse, déjà on a de la chance, parce qu'on peut mourir accidentellement en étant jeune. Donc si on a la chance de vivre et de connaître la vieillesse, peut-être aussi que le corps nous avait donné une leçon d'humilité, et que vieillir, c'est une façon aussi de petit à petit nous donner la sensation que cette vie qui se fatigue petit à petit ou qui vient à s'étioler, eh bien, nous permet de quitter le monde des vivants avec moins de nostalgie. J'ai presque envie de dire que si demain je suis le cyborg parfait, j'ai 95 ans ou allez, on va dire j'ai 120 ans. On va aller faire un bond en avant. J'ai 120 ans, j'ai des yeux qui me permettent de voir loin et de lire, de regarder la télévision sans être embêté, pas besoin de lunettes. J'avais mal au genou, on m'a remplacé ma rotule et je marche de manière tout à fait alerte. Si en plus, finalement, je refais un peu l'esthétique, hein, il est bien évident que si je suis une mamie de 120 ans et que j'ai une force et que je suis pleine de dynamisme, pourquoi ne pas avoir refait un peu quelques petites expressions de mon visage qui auraient tendance à s'affaisser, etc., etc. Finalement, on va se dire, mais pourquoi quitter la vie si on est beau, plus jeune, mais ça se voit pas, et d'une certaine manière prêt à appréhender encore d'autres heures et des futurs plus heureux. Par ailleurs, on sait très bien aussi que si on a tendance à se reproduire, c'est aussi pour qu'il y ait une continuité de ce que nous sommes. Et si nous vivons très vieux, et si la mort est repoussée à l'extrême, est-ce que nous aurons encore envie de faire des enfants? Ça aussi, ça posera un autre problème, et cette fois-ci un problème d'ordre politique. Parce que rappelez-vous, dans les grands mariages et toutes les alliances qui se font en règle générale, la femme est là pour donner l'héritier et un héritier qui sera l'héritier du trône, ou en tout cas celui qui pourra accéder dans certains lieux encore de la planète au pouvoir, puisqu'il est encore donné de père en fils. Voilà, tout ça, vous voyez, ce sont des choses qui sont à réfléchir, à méditer, parce que cet humain d'aujourd'hui est un humain qui veut repousser les frontières de sa fragilité, qui veut dépasser sa vulnérabilité pour gagner en durée, en longévité, mais pas seulement gagner en longévité et en durée, mais gagner à vivre mieux en étant, comment dire, dans la durée, comment dire, présent plus longtemps. Voilà. C'est l'histoire de la présence plus longtemps. Alors ça, c'est un des premiers points que je voulais développer avec vous, parce que je pense qu'il a son importance. Alors bien entendu, tout ça, ça amène aussi à la possibilité de concevoir des dérives. On pourrait penser, vous savez, il y a quelques années de cela, on avait critiqué la mise en œuvre, en tout cas la réalisation du clonage et notamment cette brebis Dolly qui avait posé problème. Puis on s'était dit, elle était née jeune, mais avec des vieilles cellules. Donc malheureusement, cette pauvre brebis n'a pas vécu bien longtemps, mais elle a surtout amené des questionnements. Hormis que depuis qu'on est plus dans le transhumanisme, à la limite, j'ai presque envie de dire que ces questions de clonage nous interpellent beaucoup moins. Comme si finalement, l'éthique avait pensé après coup les dérives que cela pouvait apporter, mais en même temps, on s'en était déjà bien, comment dire, distancié. Alors que je pense que le débat, pour moi, a encore son importance. Les limites de la vie aussi, hein, on pourrait penser à l'euthanasie, mais aussi les limites de l'existant en soi qui pourraient poser problème. Et puis le travail sur le génome. On sait que bien depuis quelque temps, beaucoup s'intéressent au génome. On parle de la possibilité d'avoir bientôt un génome synthétique, donc on aurait quelque chose d'assez neutre qui pourrait remplacer dans un génome, on va dire défectueux, des petites cases du code génétique d'un individu. Est-ce que pour autant, là aussi les questions sont ouvertes, hein, je pense comme ça avec vous, et parce que je pense que condamner immédiatement les choses, c'est pas judicieux, et ne pas les réfléchir, c'est dommage aussi. Mais imaginons une femme enceinte qui découvre que son enfant, ou en tout cas son embryon, si on intervient, comment dire, on peut améliorer ses conditions de vie et lui éviter bien des souffrances. Et si on peut le faire en travaillant sur un génome et pas simplement sur un organe, eh bien, ça peut lui éviter une maladie absolument désastreuse qui le détruirait, bien sûr personnellement, mais aussi impacterait la famille et peut-être les frères et sœurs, etc.
est-ce que à un moment donné, on ne pourrait pas s'imaginer que cette personne, en faisant le bien, ait envie justement du meilleur pour son enfant? Je dis une femme, mais ça peut être le père, hein, attention, je parle pas du tout, je discrimine pas du tout mon propos. Je veux dire tout simplement que quand on aime les gens et quand on a une bonté spontanée pour eux, on ne peut que leur souhaiter le meilleur. Et donc souhaiter le meilleur, c'est si la science nous permet d'améliorer les conditions de vie, d'alléger ou de soulager les souffrances de quelques-uns, bien évidemment, c'est le souhait qui devrait nous habiter. Et ce souhait est un souhait presque pieux, j'ai envie de vous dire, dans l'acte altruiste qui pourrait être le nôtre. Mais en même temps, attention, c'est toujours pareil, le philosophe peut poser la question de l'éthique et des dérives toujours possibles à l'égard de cela. Donc, vous voyez, la porte est ouverte, les possibilités technologiques sont là, les avancées de la science et de la médecine le sont aussi, et en même temps, l'humain se doit aussi d'analyser les situations de manière à ce que ces procédés ou ces processus de travail, par exemple, comme je disais tout à l'heure sur la mémoire pour Alzheimer, si demain on mettait dans la puce quelque chose qui entrerait dans une sorte de falsification de l'histoire de quelqu'un par le remplacement d'une autre histoire, ou si on venait à mettre dans l'esprit des individus des espèces de camisoles entre guillemets chimiques ou autres qui vous empêcheraient de penser contre l'État qui vous gouverne parce que l'État en question est totalitaire. Vous voyez, ce sont des questions qui peuvent nous amener à des réflexions et à cette réflexion sur l'humain. L'humain qui demain peut-être voudrait vivre plus longtemps, vivre mieux, vivre en profitant tout à fait de ce que le système peut lui offrir, mais en même temps, à partir de quand serait-il amené à réfléchir aux conséquences et peut-être à, comment dire, limiter ses excès de zèle en la matière. Voilà, ce sont les questions que pose le philosophe, mais en même temps, le philosophe de la modernité, moi je suis enthousiaste vis-à-vis de la modernité. Si la médecine peut soulager, si la technologie peut aider les gens à vivre mieux et bien, ben, je pense qu'effectivement, on doit opter pour le bonheur et la vie, et en respectant bien évidemment les lois et les règles mises en place, bien évidemment. Voilà, donc ça c'était la première chose, hein. Un vivant fragile, un vivant qui a la conscience qu'il est mortel et qui peut être affecté par ça et qui finalement, à un moment donné, se dit mais si la science et la médecine peuvent me permettre de vivre mieux, eh bien oui, je prends cette option parce que finalement, elle me soulage, elle me rend plus heureux et ça rayonne sur mes proches et puis finalement, ça bonifie cette humanité qui est mienne et qui était fragile mais qui d'un coup devient perfectible et pas seulement perfectible vis-à-vis des qualités humaines que je peux développer à l'égard d'autrui ou lorsque j'entreprends quoi que ce soit, mais aussi des qualités physiques qui me permettent quelque part comment dire, de dépasser un peu les limites de la biologie, c'est-à-dire ce que ma vie peut simplement me donner sur l'instant. Ça, c'est important. Et puis, c'est une source d'espoir pour ceux qui sont les accidentés de la vie, de se dire que leur situation n'est pas inéluctablement perdue et qu'on peut aller plus avant. Je pense que l'espoir aussi est quelque chose qui aide l'humanité à avancer. Deuxième axe de ma réflexion du jour, c'est le rapport à l'homme et le lieu dans lequel il est amené à vivre. Et je pense notamment à la ville. Alors, bien sûr, nous sommes en période de pandémie et nous nous rendons compte que la ville ne tient pas toutes ses promesses finalement. Parce que si on veut une ville du futur moderne, une ville du futur qui est capable d'anticiper sur les problématiques, eh bien, la Smart City, telle qu'elle est définie aujourd'hui, eh bien, elle me semble belle dans le projet, peut-être efficace sur certains points, mais je pense qu'elle a des problématiques encore qu'elle n'a pas envisagées et qu'il faut absolument qu'elle envisage de déployer et de réfléchir, notamment c'est la résistance aux puissances invisibles. Voilà, moi ce que j'appelle invisible, c'est pas du tout ésotérique, hein, mais par exemple une pandémie, un virus, comme un virus informatique, c'est une puissance invisible. Alors la Smart City, la ville du futur, qu'est-ce que c'est? Ben déjà, smart, c'est un mot un peu valise, on y met un peu tout aujourd'hui parce que c'est très marketing, mais dans le mot smart, on entend une ville rusée. C'est-à-dire que c'est malin, c'est bien fait. L'attention au rusé, c'est aussi le malin. Ça voudrait dire que si toutes les instances sont développées par un régime totalitaire, encore une fois, comme le dirait Hannah Arendt, eh bien, la ville peut être la pire des choses. Par contre, quand on y pense, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en œuvre cette ville du futur parce qu'elle va devoir répondre à certaines problématiques. Déjà, la première, la surpopulation. On sait que demain, nous serons de plus en plus nombreux et nous voudrons aller vivre vers les villes parce que
je ne sais pas, il y a une sorte d'engouement pour la ville et puis le travail, certainement, qui est concentré souvent en ville. Et puis en ville, on trouve les loisirs, on trouve les cinémas, on trouve bien des choses qui nous conviennent, hein, les boutiques, des espaces où on peut boire un café, manger une bonne glace, etc. La ville, c'est quand même un lieu, une effervescence. Mais la ville, c'est pas que ça, c'est aussi la cité au sens premier du terme. C'est la cité, rappelez-vous, avant c'était la forteresse, hein, c'était ce qui protégeait. Et non seulement c'est la cité, mais c'est aussi le lieu de l'expression du politique. Hein, si on repense à nos Grecs, rappelez-vous, les citoyens grecs se rendaient à l'agora, discutaient les affaires de la cité, votaient et étaient les jurés, hein, des litiges. Et puis la justice était rendue ensuite sur l'agora par Dike, par le biais de Dike, la déesse de la justice. Et donc il y avait une implication citoyenne vis-à-vis des affaires de la cité. Aujourd'hui, les hommes travaillent, donc ils sont très occupés. Ils sont peut-être un peu moins à s'occuper des affaires du politique, mais malgré tout, ils aiment leur ville parce que la ville, c'est l'espace aussi où l'on trouve l'habitat. Donc la Smart City demain doit répondre à l'urgence de la surpopulation. Qui dit surpopulation dit problématique de la fluidité de la mobilité. Alors bien évidemment, ça engage la question de la pollution, parce que plus il y a de véhicules, plus il y a de bouchons, et voilà, ça emmène et ça entraîne des conséquences sur la pollution de l'air, mais aussi une concentration d'individus qu'il va falloir, comment dire, penser à, comment dire, à réguler. Il faut réguler les flux. Et quand je parle des flux, je parle non seulement des flux des individus en véhicule, en voiture, mais je pense aussi à ceux qui sont à vélo, trottinette, etc. C'est-à-dire qu'il faut penser à ceux qui sont à pied et puis tous ceux qui sont véhiculés, quel que soit le véhicule en question. Et la ville du futur réfléchit déjà, hein, à la voiture autonome, les transports en commun autonomes. Moi, j'aimerais même qu'on aille plus loin, qu'on pense même, on est en période de confinement, eh bien, à des livraisons autonomes. Il pourrait très bien y avoir des petits des petits wagonnets qui circuleraient dans la ville, parce qu'une intelligence artificielle pourrait permettre qu'ils arrivent devant votre porte, tout simplement. Vous descendriez, vous taperiez un code, pourriez ouvrir un caisson et dedans vous trouveriez vos courgettes, vos carottes, vos radis, et puis en même temps un livre, etc., etc. C'est-à-dire qu'en réalité, on se dit qu'il y a des tas d'opportunités liées à tout cela, et c'est des choses que la ville devrait penser avec une multiplicité des acteurs et une multiplicité aussi des réflexions, y compris universitaires, sur la question. Alors quand on y pense, on se dit, ben voilà, la ville du futur, fluidité, concentration d'individus, attention à la pollution. En même temps, ben, on a bien compris, on a un respect de l'énergie, puisqu'on sait que plus les gens sont concentrés, plus on va consommer, puisque cette Smart City est aussi une ville intelligente au sens d'une ville connectée, avec tout ce que cela signifie, c'est-à-dire des ordinateurs, un besoin de recharger son ordinateur fréquemment, etc., etc. Mais ça veut dire que cette ville intelligente pourrait proposer des espaces où, quand on fait du vélo, par exemple, on rembobine un peu comme on faisait avant avec nos dynamos, mais qu'on puisse alimenter et nourrir notre batterie, la recharger de manière à ce qu'on ne consomme pas électriquement. On pourrait envisager aussi que dans votre maison, toutes les pertes d'énergie soient récupérées. Il existe une boîte d'ailleurs qui a créé cette espèce de box dans laquelle vous récupérez les énergies, notamment liées à des vieux panneaux solaires, qui vous permet ensuite de réinjecter ça pour faire marcher votre machine à laver. Donc vous voyez, cette ville intelligente est une ville qui peut être écologique parce que d'une certaine manière, elle concentre les énergies. On est capable aussi de rendre des bâtiments complètement autonomes. Et puis des bâtiments, imaginons que sur un bâtiment A, il y a des panneaux solaires. Le bâtiment B pourrait être un bâtiment qui produit ou qui récupère de l'eau et la purifie, la nettoie, etc. Et donc ces deux bâtiments feraient des échanges d'énergie, en gros, l'un en alimentation en eau et l'autre en alimentation pour la lumière. Donc vous voyez, la ville du futur, c'est ça, c'est une concentration d'individus, la fluidité, l'écologie, la façon dont on va rendre les bâtiments intelligents pour que l'énergie soit, dépensée de manière astucieuse, et puis bien évidemment une ville dans laquelle on se sent bien vivre. On parle beaucoup de bien-être. Moi, j'aime bien parler de santé parce que le bien-être, c'est une chose. Le bien-être, c'est une qualité d'être. La santé, c'est autre chose. D'ailleurs, quand on parle à quelqu'un du bien-être,
il vous en parle pas de la même façon qu'en parle un médecin. D'ailleurs, ça revient à ce que je vous disais juste avant. Le médecin vous dit, lui, il gère des pathologies, il gère la vie en soi. Alors que le bien-être, c'est un accompagnement qui peut être psychologie par de la méditation, ça peut être des lectures, ça peut être des choses qui vous nourrissent et qui font que vous vous sentez dans un état de félicité, de vous sentez bien à être là où vous êtes. C'est pas du tout la même chose. Donc dans la cité, la ville du futur, eh bien on envisage aussi une qualité de la vie qui fait qu'on est non seulement dans le bien-être, mais comme on a dit qu'il fallait qu'on pollue moins, ben forcément moins de problèmes d'allergie, de comment dire de problèmes pulmonaires, etc., etc. Et ça, c'est important parce que petit à petit, c'est une ville qui se régule. Et puis, c'est une ville intelligente où on pourrait penser que les individus s'impliquent avec dans les quartiers des potagers qui pourraient naître sur des toits. C'est des ruches qu'on réinstalle dans les villes parce qu'on se rend compte que elles peuvent y être bien aussi si elles ont des choses à butiner. Et si on n'y met pas de produits chimiques, forcément, on peut remettre au cœur de la ville certains insectes qui sont utiles à la civilisation, etc., etc. Et donc, la ville du futur est une ville intéressante à ce point-là. Et surtout, demain, l'humain, c'est aussi la sécurité. Comment on va repenser la sécurité nationale avec tout ce que cela signifie, hein, les risques qu'il peut y avoir quand dans la société ou dans la cité, certains sont violents ou se comportent, on va dire, comme des délinquants, voire même comme des individus qui sont, comment dire, hors la loi. Et puis, il y a aussi les menaces qui peuvent venir du terrorisme ou toutes ces choses qui sont toujours des forces qui peuvent remettre en question la sécurité de tous. Et toujours, comme disait Hobbes, cette idée de théorème de la sécurité publique. Il faut que les gens respectent les lois pour que si tout le monde les respecte, eh bien la vie puisse se faire de manière plus harmonieuse. Et si elle est plus harmonieuse, on peut, à mesure que le temps passe, développer les arts, les sciences et les industries. Ce qui veut dire qu'on rend prospère la cité en soi. Vous voyez, cette ville du futur, elle serait une ville qui petit à petit prendrait de plus en plus, comment dire, la forme des besoins de l'homme et en même temps serait soucieuse d'un respect de certaines normes pour que, effectivement, on soit dans des écosystèmes, dans des, comment dire, des procédés plus vertueux et puis un habitat qui serait en même temps absolument high-tech, absolument beau en soi. Alors bien évidemment, quand je dis ça, vous avez certainement vu des smart cities. On a vu les plans de smart city 2050, le projet Paris par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se font aussi à Nice. Il faut savoir que quand vous regardez les projets smart city, on se dit toutes les villes vont se ressembler. Ces grandes tours, on observe des façades de verre avec la transparence absolue. Le citoyen de verre, ça perturbe, surtout quand on pense à des caméras d'auto-surveillance, de reconnaissance faciale, etc. Ça pose des questions d'éthique et ça pose des questions de droit, notamment le respect des droits fondamentaux. Mais en même temps, si on est soucieux et si on s'applique et si on respecte les lois, eh bien, ça peut être une manière de rendre la ville plus, comment dire, plus opérationnelle pour les individus lorsqu'ils ont à y vivre. De la même manière que au regard de la sécurité nationale, il y a aussi la sécurité civile, la protection des individus. Et c'est vrai que des systèmes de régulation des flux et des bouchons, des embouteillages pourraient permettre des accès plus rapides aux sapeurs-pompiers. Au lieu d'être dans les bouchons, même s'ils mettent leur deux tons, eh bien, ils auraient peut-être plus de facilité pour passer. Aujourd'hui, on le voit avec la pandémie, peut-être qu'il y aurait des systèmes à mettre en œuvre pour qu'il y ait davantage d'hygiène dans la cité. On se rend compte aujourd'hui que, et moi la première, je me dis, mais finalement, nous sommes très nombreux en ville, et puis on se rend compte que c'est pas forcément propre, quoi. Et c'est embarrassant parce que on dit toujours qu'il faut aujourd'hui avec la pandémie se laver les mains, mais on a envie de dire mais c'est tout le temps qu'il faut se laver les mains. Mais c'est aussi les structures dans lesquelles on a à vivre. On a envie qu'elles soient belles et propres. Je prends aussi pour exemple que dans cette ville du futur, qui est une ville dans laquelle nous allons avoir de plus en plus un écrin qui va être en réalité comme une entité. Pourquoi une entité? Parce que à mesure que l'intelligence artificielle va servir à l'usage, eh bien, on aura de plus en plus d'écrans. Vous aurez de plus en plus, je sais pas, moi, vous arriverez dans une ville, vous la connaîtrez pas, ben, vous pourrez aller appuyer sur un écran tactile, voir apparaître la ville. Vous aurez peut-être des moments où on vous montrera un quartier moderne dans lequel vous êtes et on vous montrera comment il était avant et vous verrez à la belle époque comment on y vivait. Peut-être qu'on vous indiquera un parcours pour aller visiter telle ou telle chose. Peut-être que vous avez tout simplement envie de profiter de la ville et de déambuler dans la ville et on vous enverra dans les quartiers où on a conservé le charme de l'ancien, où on a gardé l'identité de la ville. Hein.
parce que si toutes les villes se ressemblent, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'on perde l'identité, l'histoire, le lieu incarné dans lequel les hommes aiment à vivre. Et demain, la ville doit être un lieu habité, occupé, et que un lieu qui a une âme en fin de compte. Et pour que les lieux aient une âme, eh bien, on ne peut pas confier simplement la construction de la ville à la science ou à technosciences. Il faut que les humains, en tant que titulaire de la chaire Smart City Philosophie et Éthique, je suis très attachée, que nous, les humains, les rêveurs, les littéraires, les psychologues, les sciences humaines, nous puissions aussi nous dire ou nous impliquer et dire quelle ville nous aimerions avoir pour demain. Une ville pratique, certes, pour déposer les enfants à l'école, une ville pratique quand on arrive à l'hôpital et humaine parce que des gens nous accueillent et sont là avec nous, mais en même temps, une ville dans laquelle eh bien, on aime à vivre, on aime à bâtir une histoire collective et dans laquelle on aime à sentir que les choses s'incarnent. Voilà. Alors l'intelligence artificielle, c'est très utile ça, parce que quelque part, en dehors de toutes comment dire, les utilités dont on vous a parlé, hein, régulation des trafics, etc., du trafic routier, ce qui est intéressant, c'est que les bâtiments eux-mêmes, aujourd'hui, vous vous promenez avec un téléphone portable, vous avez tout sur votre téléphone. Demain, la ville, ça sera plus que ça. C'est carrément des murs entiers peut-être qui seront, comment dire, couverts d'écrans. Vous pourrez faire des démarches administratives, vous pourrez interroger la ville peut-être sur des choses qui vous interpellent. Vous pourrez peut-être aussi, dans un avis consultatif citoyen, apporter des suggestions, des propositions aux élus qui, après, en feront certainement quelque chose. Ça influera notamment sur les décisions publiques et les décisions administratives. J'ai confiance en ce bon sens pragmatique qui fait que la politique n'est pas la politique d'avant qui faisait qu'il y avait quelque chose de normatif qui venait d'en haut et qui posait une souveraineté vers le bas de manière pyramidale, mais qu'il y a aujourd'hui un bon sens, un pragmatisme citoyen qui peut permettre en interrogeant la cité de dire des choses qui pourront comment dire, faire réfléchir le monde administratif et aussi les politiques, et de manière à ce qu'il y ait une mise en œuvre dans une politique territoriale dynamique de certaines initiatives qui seront des initiatives citoyennes, comment dire, intelligentes et pratiques, en tout cas qui amélioreront le bien-être de tous. Vous voyez, on est déjà dans une idée que cette ville, c'est une ville où on a presque un échange avec elle. Et si ce n'est plus l'objet que j'ai dans ma main, c'est-à-dire mon téléphone qui est avec moi, mais si c'est tout cet écran qui s'installe dans la ville, si la ville devient cette entité que j'interroge et qui me répond, eh bien, ça veut dire que la ville en elle-même va changer de structure. C'est comme si finalement le lieu dans lequel j'allais être amené à vivre devenait une entité à part entière, ce qui va changer totalement le rapport à la ville, le rapport aux élus, qui seront encore là, bien évidemment, mais qui peut-être parleront par l'entremise d'avatars, qui peut-être à des moments pourront aussi être plus proches des citoyens, parce que justement, les interfaces leur permettront de multiplier les actions, et en tout cas de montrer qu'il y a de la présence, comment dire, en tout cas de l'intérêt pour les politiques vis-à-vis des citoyens qui sont amenés à vivre là, et ça sera quelque chose qui, à mon avis, sera de l'ordre de l'échange et de l'intersubjectivité. Alors là, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que l'intersubjectivité, vous l'avez bien compris, depuis Merleau-Ponty et même depuis Husserl, c'est la possibilité pour deux regards de se croiser et deux consciences de s'interroger comme sujet. Mais si je parle à la ville, qui normalement est un objet, on est bien d'accord, et qu'elle a si elle devient une sorte d'entité qui me répond, c'est comme s'il y avait une intersubjectivité, mais qui passait par l'entremise de la matérialité des écrans. Et bien tout ça, c'est pour vous dire que notre habitat, la ville de demain, sera une ville qui sera certainement une ville transformée, une ville complètement métamorphosée, et dans laquelle nous aurons à vivre des relations qui vont comment dire, être complètement innovantes et complètement peut-être perturbantes pour ceux qui s'intéressaient à la ville simplement dans son aspect, comment dire, ancien. J'ai envie de vous dire quand même aussi, parce qu'il faut réfléchir à ça. Dans la réflexion, on se dit, oui, mais les villes, elles répondent toujours à la même chose. Vous savez que les premières villes ont été construites parce que justement les gens étaient dans un nomadisme absolu et ils avaient besoin de se sédentariser. Et on a commencé par se sédentariser en posant des lieux où on enterrait les morts. Et puis on a créé le lieu de culte. Et puis les populations qui étaient nomades, tous les ans se donnaient rendez-vous dans un lieu bien spécifique.
Et en donnant rendez-vous dans ce lieu spécifique, eh bien, il leur fallait un grenier pour se nourrir. Donc, on a créé les cultures. Il fallait un habitat pour loger les gens. Et c'est comme ça que la ville est devenue la villa, le village, etc. Parce qu'on est entré dans une période où on a, comment dire, inscrit la ville dans un rôle social de sédentarité. Donc, le premier cercle était un cercle religieux, le coléré, le tracé, qui était un cercle religieux. Le deuxième cercle, pour répondre bien, à toutes les demandes des personnes qui passaient par là, eh bien, c'était ce qui était de l'ordre du politique. Et puis, on a tracé les grands axes qui amenaient bien, les grandes avenues. Et quand vous regardez les centres-villes, eh bien, c'est bien ça, vous avez toujours un centre historique où on place tout ce qui est religieux, les églises, les cathédrales, enfin bref, tous les centres, voilà. Et en face, proportionnellement, vous voyez le tribunal et la mairie, c'est-à-dire les institutions politiques. La ville du futur correspondra encore à cela. Seulement, il y aura une dématérialisation par le biais de ce que l'intelligence artificielle pourra apporter et en même temps, bien évidemment, il y aura un rapport presque à interroger comment dire, ce bien fondé, puisque bien évidemment, vous l'avez compris, la reconnaissance faciale va certainement s'inviter au milieu des débats. Là, aujourd'hui, on parle de la pandémie du coronavirus et on parle aussi de la possibilité de prendre la température des individus et d'installer des petites applications sur vos téléphones pour pouvoir savoir si vous êtes vous-même porteur et qui, plus ou moins, vous allez croiser dans votre environnement ou inversement, où on va vous dire que vous pouvez croiser quelqu'un qui, pas bien loin de chez vous, est porteur du virus, ce qui veut dire qu'à un moment donné, effectivement, il y aura une sorte de porosité entre la vie intime et l'algorithme qui reconstitue votre vie. Ça veut dire aussi que l'homme de demain peut s'interroger sur lui-même en se disant « mais moi, j'ai pas envie d'être un ensemble de données. Si à chaque fois que je vais quelque part, je suis entre guillemets filé parce que mon téléphone finalement me met tout le temps dans comment dire la nécessité d'être relié par l'espace, on le voit bien, on a toujours on est toujours connecté parce que sinon vous pouvez pas installer les différentes applications sur votre téléphone, donc vous êtes localisable à tout moment, mais en même temps, là, en étant localisable, vous informez en permanence la cité et vous alimentez des données qui permettent de dire que vous êtes la somme finalement de vos actions, la somme de vos choix. Et à partir de ce moment-là, la semaine dernière, on a parlé de Sartre en disant que nous sommes la somme de nos actions et on pourra dire à la fin qui nous étions. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est ce qui, dans l'interrogation de nos actes, transpose en algorithme, en données ou en data la totalité de ce que nous sommes et donc fait de nous des hommes prédictibles. Et c'est là où, comme je posais des questions vis-à-vis du vivant qui voudrait devenir cet homme augmenté et immortel, et là on peut aussi se poser la question, est-ce que l'habitat, la ville du demain, la ville du futur, eh bien nous permettra encore d'avoir des endroits où on peut se déconnecter? Est-ce qu'il y aura des endroits où on sera en quelque sorte les invisibles, c'est-à-dire qu'on ne sera pas forcément localisable par des téléphones? Est-ce qu'on pourra à un moment donné, comment dire, ne pas être transparent non plus, puisqu'effectivement, si je habite dans une grande tour au 300e étage et que toute la vision qui est autour de moi peut être avoir, comment dire, j'aurais peut-être une vue formidable sur la baie de Nice, je verrais des choses, la mer, je pourrais avoir des choses magnifiques, mais en même temps, j'aurais une vision peut-être un peu plus, comment dire, intrusive vis-à-vis de mes voisins. D'où la question, est-ce qu'on va avoir des difficultés dans la ville de demain à poser les limites entre le citoyen de verre transparent à lui-même que je peux être, ou est-ce qu'on va poser la limite entre l'homme public ou la femme publique, d'un autre côté, la personne qui est dans l'espace privé et qui, dans l'espace privé, a besoin aussi d'avoir un espace d'intimité. Je place l'intimité en retrait parce qu'effectivement, l'intime, c'est quelque chose qui est complètement personnel. Alors que mon espace privé, je peux très bien accepter qu'on sache que quand je dîne le soir, je dîne avec un tel ou un tel, parce que pour moi, c'est du privé sans être, entre guillemets, du secret. L'intime, c'est plus personnel, c'est pas qu'on est dans l'ordre du secret absolument, mais c'est quelque chose que peut-être on veut garder pour soi, et c'est peut-être aussi le jardin secret qu'on aime alimenter sans avoir à raconter à tous ou à, comment dire, à donner malgré soi des informations pour qu'on puisse détecter qui vous êtes et en fin de compte transcrire votre jardin secret en des données qui permettraient d'alimenter tel ou tel logiciel. Vous voyez, voilà, c'est ça, la ville de demain. C'est une ville qui promet bien des choses parce que ça pourra devenir une entité et on pourra avoir des grandes facilités et les technosciences vont nous y aider. Mais en même temps, attention, préservons nos intimités
voir comment on va, avec le temps, comment dire, planifier les usages, comment on va réfléchir à tous ces usages, et enfin, bah, préserver cette humanité qui est nôtre au cœur des grands édifices, et puis garder un peu de notre histoire, ne pas passer d'une ville à une autre en pensant que bah, ce ne sont que des grandes tours de verre, elles se ressemblent toutes. Il faudra quand même que ça ait du charme, que ce soit incarné, et puis qu'on ait l'impression que quand on arrive à Paris, c'est bien Paris, en dehors simplement du fait d'y voir la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur, et que quand on arrive à Nice, on est bien dans le vieux Nice, parce que justement ces quartiers-là nous parlent, parce qu'il y a une identité de la ville, par la généalogie de la ville elle-même, et que la ville, ben, c'est un cœur de ville, c'est-à-dire quelque chose qui bat, quelque chose qui est vivant en soi. Dernier axe de mon analyse, j'espère que je ne vous ai pas perdu dans ce grand voyage dans le demain, eh bien c'est le rapport à l'environnement. On a dit tout à l'heure que l'homme n'est pas simplement jeté dans un monde, il est aussi jeté dans un environnement, c'est-à-dire une totalité. Et j'ai presque envie de vous dire, avec la pandémie, nous pouvons tirer des grandes leçons de tout cela. D'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi ça m'a beaucoup, comment dire, intrigué. On dit tout le temps qu'il y a ceux qui faisaient le scénario complètement catastrophe par rapport au climat. Je ne le nie pas, bien évidemment, mais je trouve que les animaux reviennent bien vite, ce qui m'a en quelque sorte un peu rassurée. Alors peut-être que c'est une réflexion qui n'a pas de sens, mais pour moi, elle en a un peu quand même. Je me suis dit, mais finalement, quand on regarde les dauphins qui sont revenus au bout de 15 jours au bord des plages, quand on voit les flamants roses, quand on voit des reportages un peu partout dans le monde où on voit des espèces animales qui rentrent dans la ville et puis qui prennent possession des lieux, eh bien on se dit que finalement, nous vivons dans un monde où nous sommes tellement bruyants, nous consommons tellement, nous bougeons tellement, et nous sommes tellement, comment dire, imbus de notre autosuffisance à nous installer qu'on considère que le monde est à nous. Hormis qu'on pourrait peut-être aussi envisager que les autres espèces ont autant le droit que nous à la vie, et que si j'ai pas envie de faire du bruit le soir pour pas déranger mes voisins, bah, l'humain pourrait aussi se dire que par moment, il pourrait être précautionneux d'autres formes de vie que la sienne. Et ça, c'est une nécessité qu'il nous faudra peut-être envisager, y compris le rapport à, comment dire, la promiscuité qu'on peut avoir avec la nature. On voit que dans des pays qui sont souvent des pays pauvres, des individus vivent très regroupés dans des espaces clos. Bien souvent, moi je pense à la Chine parce que je l'ai visité, donc quand on veut parler, il faut, comme disait Saint-Exupéry, être à soi-même son propre témoin, c'est-à-dire je ne peux pas vous parler d'endroits que je ne connais pas. Mais en Chine, j'ai souvent vu, vous rentrez dans une maison où d'abord ils sont plusieurs à vivre dans une pièce assez rudimentaire et assez petite, étroite pour tout dire. Et en même temps, vous avez tout un ensemble de cages superposées les unes sur les autres. Et là, vous avez les volailles, les poulets, enfin bref, tout un ensemble de bêtes qui vivent dans une promiscuité avec des hommes et des femmes qui vivent de manière pauvre et qui n'ont pas forcément comment dire, accès à l'eau courante et à un confort particulier, ce qui fait qu'en réalité, on se rend compte que cette détresse de l'humain qui est pauvre et qui est amené à vivre de plus en plus près avec des animaux qui eux-mêmes peuvent être porteurs de certaines maladies, eh bien, on n'est pas étonné après que certains virus puissent passer d'une espèce à une autre, puisqu'on parle bien là du vivant. Donc, l'expérience aussi de cette pandémie nous apprendra aussi que la promiscuité avec certains animaux, parce que nous avons à un moment donné repensé nos habitats, y compris en nous étendant sur des espaces qui fait que des espèces sont en voie de disparition, et c'est un drame pour notre humanité. Mais en même temps que d'un autre côté, on est amené à vivre dans des espaces de plus en plus restreints avec une promiscuité absolue avec les animaux, eh bien parfois ça peut porter, on va dire, atteinte à cet humain. Puis en même temps, l'humain doit oublier cette prétention qu'il a peut-être d'être, parce qu'il a une raison, une pensée, une capacité à analyser le monde, qu'il est celui qui doit, comment dire, imposer, s'imposer absolument. Il n'y a pas de suprématie de l'homme sur la totalité des vivants. Il me semble en réalité qu'il faut réfléchir à tout ça avec beaucoup plus comment dire, de bienveillance à l'égard des autres espèces. D'ailleurs, comment vous dire ça? J'ai l'impression quand même que si demain, nous, humains, nous disparissions de la planète, les animaux continueraient sans nous.
Et donc ça veut dire aussi beaucoup. Ça veut dire que, vous voyez, le fait qu'en ce moment nous sommes confinés et que nous voyons des animaux envahir la ville, eh bien ça montre que eux aussi ont droit à des espaces que bien souvent nous ne leur donnons plus, nous ne leur accordons plus, sans parler des violences que nous pouvons avoir vis-à-vis des animaux. Deuxième point, la violence animale qui parfois euh, prend le trait absolument affreux qu'on peut voir dans certains abattoirs avec une façon de traiter les animaux qui est absolument abominable. Euh, vous avez remarqué que depuis quelque temps, on défend les animaux parce que quelque part, on est en train de se rendre compte que notre monde est un monde qui est en train de devenir de plus en plus un monde qui est soit assujetti à l'argent, et donc on est dans un monde de la finance, soit il est assujetti à la machine. Et là, le fait que le monde est assujetti à la machine nous fait nous rendre compte que tout est automatisé, que petit à petit des entités sont en train d'entrer dans notre monde qu'on appelle des robots, et que ces robots qui petit à petit sont en train de prendre une autre dimension puisqu'ils deviennent de plus en plus à figure humaine. Alors attention, quand je dis à figure humaine, c'est parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, les premiers robots, c'est des espèces de grosses caisses avec des grands bras articulés qui permettaient dans les usines des assemblages. Petit à petit, ces robots, qui étaient des caisses avec des pattes, on les a vus se redresser et petit à petit, ils prennent, comment dire, l'allure d'humain, comme si face à moi se proposait ou s'offrait une autre altérité. Bien, c'est ça mon environnement demain. Est-ce que demain je vais parler davantage à un robot parce que comment dire, il sera pourvu d'une intelligence artificielle capable de lui accorder le deep learning, c'est-à-dire qu'il apprendra à mesure qu'il discutera avec moi, donc il me deviendra de plus en plus sympathique, de plus en plus proche, et peut-être qu'à un moment donné, ben, je préférerais, c'est terrible hein, en tant que philosophe ce que je suis en train de dire, mais peut-être que cette humanité, euh, qui est une humanité qui pourrait démissionner d'elle-même, pourrait se mettre à aimer davantage son robot qu'un humain. Et oui, parce qu'un humain, il faut le prendre avec tous ses défauts et il faut le prendre aussi avec toutes ses imperfections. Alors que le robot lui-même tente à remédier en permanence à ces imperfections et en permanence à, en quelque sorte, se bonifier ou s'améliorer. Donc, comme il vit à côté de moi, ce robot, et comme il apprend de moi, de mes habitudes, et qu'en plus il me parle, bien petit à petit, je peux trouver dans cette entité une sorte d'altérité, une altérité chimérique, hein, puisqu'on a bien compris que ce n'est qu'une machine, mais qui, à un moment donné, peut aussi me satisfaire. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cet élan pour la cause animale, c'est aussi un élan pour la cause de la vie. Et que quelque part, les humains sont en train de se dire, il faut qu'on sympathise de nouveau, qu'on renoue avec la nature, parce que si nous vivants, nous faisons pas bloc, nous risquons de nous retrouver à un moment donné face à un univers de machines et même pire, nous risquons d'être aliénés à la machine. N'oublions pas qu'Heidegger disait la technique, c'est très bien, mais il faut que la technique soit toujours assujettie à l'homme. Un moyen de lui permettre de faire plus ou différemment, elle doit être un prolongement de l'humain, mais pas quelque chose qui remplace l'humain. Et ça, effectivement, ça pose des problèmes, notamment à l'égard de la responsabilité que nous avons à l'égard du monde et à l'égard du monde de demain, parce que les générations futures ont aussi besoin de savoir qu'elles pourront vivre dans un bel environnement avec des arbres, avec des animaux et une pluralité d'animaux. La possibilité aussi de se baigner dans des mers qui seront des mers saines et propres, y compris dans des fleuves. Et puis on se rend compte que les trois quarts des pays au monde, on ne boit plus d'eau au robinet, ce qui veut dire que quelque part, eh bien, nous salissons et nous consommons tellement qu'il y a une sorte de pollution ambiante qu'on peut retrouver dans différents pays qui montre quelque part qu'il y a des débordements. Et là, eh bien, c'est la distinction qu'il faudra faire entre l'homme de demain et l'environnement dans lequel il est amené à vivre, sa cité, et la nature, dame nature au sens premier du terme, avec laquelle il va peut-être falloir renouer, une dame nature qu'il faudra encore célébrer, une dame nature qu'il faudra respecter, parce que finalement, lorsque nous sortirons des villes, ça sera peut-être aussi pour courir les champs, ça sera peut-être aussi pour se laisser aller à des moments où nous ne serons plus connectés et nous serons en harmonie avec la nature parce que euh, nous aurons besoin des deux. Alors apparemment, il y a un petit souci avec la vidéo, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Je vais continuer. Moi, je ne vous vois plus, mais peut-être que vous me voyez. Si quelqu'un peut m'envoyer un petit mot en parallèle, ça me permettrait de savoir si ça fonctionne ou pas. Euh,
Bon, mais je vais essayer de continuer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Bon, donc tout ça pour vous dire que finalement, le dernier axe de mon analyse est celui-là, à savoir que finalement, il ne faut pas confondre l'environnement dans lequel nous sommes amenés à vivre et ce lieu qu'on appelle le lieu de la nature qu'il nous faudra préserver, parce que ce sera encore celle qui nous ressemblera et qui nous permettra justement de nous remettre en phase avec notre humanité et certainement avec cette notion de bien-être dont je parlais tout à l'heure. Donc, nous y sommes, nous avons bien compris. Demain, l'humain pose des questions qui sont des questions éthiques fondamentales, mais pas seulement. C'est la question des choix. La semaine dernière, je vous parlais de Jean-Paul Sartre qui disait que finalement, plus urgente est la situation, plus nous avons des choix. Eh bien, je crois que la situation actuelle, celle qui nous place face à une pandémie, eh bien, est une situation qui nous permet de mieux réfléchir à ces moments particuliers qui nous amènent à penser la vie et à penser l'homme demain. Comment le voulons-nous? Est-ce que nous allons conserver les mêmes modèles qui nous ont, comment dire, servi jusqu'à présent? Et est-ce que ces modèles vont être pour nous des modèles dont on ne voudra pas finalement s'écarter? Est-ce que nous aurons une réflexion différente avec un souci de protection de cette humanité? Alors aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu d'incertitude, mais peut-être que justement demain, nous aurons envie de penser autrement, non seulement ne pas penser nécessairement à l'incertitude, mais penser à la protection de soi, des autres, pour un être collectif plus heureux, pour une vie ensemble plus harmonieuse. Peut-être aussi nous aurons envie de nous sentir plus impliqués dans les affaires de la cité, parce que justement, la cité, c'est l'écrin dans lequel nous serons amenés à vivre et que finalement, on ne pourra pas faire de la cité de demain une ville qui ne permettrait pas davantage de justice et d'équité. Peut-être aussi que la ville du futur, parce qu'elle est source de promesses et de solutions, pourrait réduire les inégalités et être un peu plus inclusive, ne serait-ce que pour les personnes qui souffrent de handicap et qui aujourd'hui se retrouvent confrontées à des problèmes énormes par rapport à la mobilité. Peut-être aussi que tout ça nous permettrait de réfléchir aussi sur la répartition des richesses. Parfois, on se dit, quand on observe certains riches, oui, ils ont plusieurs maisons, ils ont plusieurs bateaux, et ils ont plusieurs, bon, bref. Et on se dit, mais pourquoi en avoir autant? Après tout, si on a 2 ou 3 maisons, si on a 2 ou 3 belles voitures, est-ce que c'est pas suffisant? Certains pourraient se dire qu'ils aiment bien en avoir 3, 4, 5 parce que c'est leur mode de vie, mais peut-être que une juste répartition, une façon de faire du profit peut-être, mais faire du profit en étant peut-être un peu plus altruiste et en pensant un peu plus à ceux qui n'ont pas la possibilité d'accéder à une qualité de vie aussi, comment dire, euh, impressionnante, puisque quelque part, la somme des richesses, comme dirait Épicure, c'est un peu aussi une façon d'aller contre la sagesse. Hein. Normalement, un verre d'eau et du pain, je rivalise avec Zeus, donc normalement, il ne faut pas grand-chose pour être heureux. Mais malgré tout, on est sensible aux injustices et aux injustices sociales, et on se dit que dans un souci de protection de cette humanité, et dans l'idée d'équité qu'on voudrait voir, comment dire, en permanence préservée, eh bien, on pourrait dire qu'on ne peut pas avoir une réflexion sur demain l'humain sans penser à un modèle plus vertueux qui intégrerait certainement les valeurs chères à Platon. Ça veut dire aussi que on pourrait aussi envisager un habitat qui serait un habitat plus propice à réduire les inégalités et à préserver l'environnement. Et enfin, bien évidemment, eh bien, un homme qui est capable de vivre en corrélation avec la nature, tout en développant les arts et la culture, puisqu'on sait très bien que cultiver la terre, c'est bien, mais cultiver son esprit aussi. Et j'ai envie de vous dire que finalement, les jours heureux sont souvent des jours dans lesquels l'humanité construit ce qu'elle est, et la cité renvoie aussi à la civilisation. Quand nous nous sentons d'une civilisation, quand nous nous sentons, comment dire, nourris par les archétypes des anciens qui permettent de faire évoluer le monde d'aujourd'hui en vue d'un demain plus heureux, eh bien, c'est vrai que on n'est pas loin de pouvoir utiliser ce terme de la cité idéale, un terme qu'aimait bien, comment dire, employer Platon lorsqu'il décrivait la République, une République où chacun pourrait prospérer dans la place qui
qui lui serait accordée, et en même temps avec un souci non pas des valeurs personnelles, c'est-à-dire de ses intérêts personnels, mais plutôt une société juste dans laquelle les hommes aimeraient à vivre et à être certainement plus heureux et plus altruistes, en tout cas un peu plus généreux pour l'être collectif. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors moi, je vous vois plus depuis un moment, je me vois plus non plus, donc je ne sais pas si vous me voyez ou pas. J'espère que là, vous aurez eu la fin de mon intervention. Vous l'avez bien compris, l'humain demain, c'est penser aussi aux valeurs d'aujourd'hui, et comme le monde est un peu au ralenti, eh bien c'est aussi une fabuleuse opportunité pour nous, bientôt, bien sûr, de penser à réenclencher la machine, c'est-à-dire à remettre en route tout cela, parce que c'est vrai que l'économie souffre beaucoup et que à la crise sanitaire va, comment dire, se souder ou se fédérer une crise humanitaire d'importance. Mais malgré tout, aux sources de tout cela, eh bien, il faudra se dire quand même que on a eu et on a aussi une belle opportunité pour repenser demain, envisager une humanité plus altruiste et moins démissionnaire devant les réalités. Et puis peut-être que j'entends beaucoup dire oui, il faut penser demain en mettant l'humain au cœur des processus. Je l'entends beaucoup comme une phrase générique. Eh ben, j'espère que effectivement demain l'humain sera non pas un moyen qu'on pourra utiliser en se disant l'humain c'est le consommateur, mais qu'on pourra penser qu'à l'horizon des actes qui sont les nôtres, eh bien c'est le bonheur de tous qui pourrait être l'objectif visé par la totalité des moyens mis en œuvre pour le vivre ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous laisse sur ces questions d'éthique, de philosophie et de réflexion sur l'avenir. Je vous laisserai sur une phrase du poète Prévert qui disait il faudrait être heureux ne serait-ce que pour donner l'exemple. Eh bien, si aujourd'hui vous vous sentez un peu nostalgique et un peu triste d'être enfermé, eh bien essayez d'être heureux, comme ça vous donnerez l'exemple à vos proches de la possibilité de cette disposition au bonheur, et puis ça vous donnera aussi la possibilité de penser les problèmes d'aujourd'hui avec en perspective des solutions qui seront des solutions qui nous ouvriront à davantage, comment dire, de joie, passion affirmatrice de la vie, comme aimait à dire Nietzsche, de joie plutôt que de sombres et tristes pensées. Voilà, merci à vous pour votre attention. Belle journée à vous. Et puis, eh bien, écoutez, à la semaine prochaine.